Depuis, grosso modo, un siècle et demi, les villes s'occupaient assez peu de la question alimentaire. C'était plutôt les États qui géraient l'affaire. Et donc, c'est intéressant de voir ce nouvel acteur qui monte en puissance et qui, assez courageusement, on peut dire aussi, par rapport à ce qui se passe à des échelles nationales, où les contraintes sont plus fortes, les villes essayent vraiment de construire des systèmes alimentaires. Les externalités négatives du système alimentaire industrialisé à l'échelle mondiale, de 3 ordres. Environnemental, le système alimentaire, pour avoir une idée, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Quand je dis système alimentaire, c'est à la fois production agricole, transformation, commercialisation, consommation. L'épuisement des ressources, l'érosion de la biodiversité, les pollutions. Deuxième grand paquet de problèmes, les problèmes sociaux. À la fois les profondes inégalités qui s'accroissent à l'intérieur des chaînes alimentaires, entre les producteurs et les transformateurs, distributeurs, etc. C'est les conditions de travail dans le système alimentaire. C'est un des secteurs dans lequel il y a le plus de précarité dans le travail, que ce soit la main-d'œuvre agricole jusqu'aux livreurs de repas dans les villes. Et puis, troisième grand type de problème, c'est les problèmes de santé et de nutrition. Santé, c'est les intoxications aux résidus de pesticides, au plastique, etc. Et puis nutrition, c'est le fait que une partie de la population arrive toujours pas à accéder à une alimentation suffisante et de suffisamment bonne qualité pour assurer une bonne nutrition, mais qu'aujourd'hui apparaissent des nouvelles pathologies, celles de trop de consommation de produits gras, sucrés, salés, par rapport à une activité physique réduite et qui se traduisent par le surpoids, l'obésité, facteur de risque de nouvelles pathologies alimentaires. Y ajoutent certains des questions de culture, l'érosion des cultures, l'avènement de cultures internationales qui éroderaient des cultures traditionnelles, et en même temps on voit aussi que ces cultures sont assez vivantes. Et puis le dernier point, c'est la gouvernance, l'accaparement par quelques acteurs du pilotage du système alimentaire qui ont dessaisi en fait les consommateurs et les citoyens de leur capacité d'influencer le système alimentaire. Le débat aujourd'hui n'est pas de savoir si on doit transiter ou pas. Je pense qu'on a à peu près un accord international sur le fait qu'on doit transformer nos systèmes. La question maintenant, c'est à quelle vitesse on va arriver à le faire. Donc on voit que selon les collectivités territoriales, l'entrée dans le système alimentaire peut se faire de façon assez différente. Certains rentrent par l'agriculture, d'autres rentrent par la nutrition, d'autres rentrent par l'activité économique, d'autres rentrent par le rebouclage des cycles et l'économie circulaire. Et qu'à partir de là, souvent, on rentre par un levier et puis progressivement on s'intéresse à d'autres leviers et ça finit par construire des politiques alimentaires, on peut dire alternatives, qui visent une alimentation durable. Aujourd'hui, les agglomérations s'investissent de plus en plus dans la prise en compte des systèmes alimentaires territoriaux. Ils le font en mobilisant le dispositif PAT, donc Projet alimentaire territorial, qui est issu de la loi d'avenir de 2014. Et ce dispositif, il a pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs de la filière alimentaire autour d'un projet commun en vue de mettre en place, protéger l'agriculture et une alimentation de qualité. Alors les métropoles ne disposent pas à proprement parler de pouvoir réglementaire en matière d'alimentation, comme elles peuvent l'avoir par exemple sur les questions de transport ou des déchets. Néanmoins, elles ont plusieurs leviers d'action qui lui permettent effectivement d'agir sur cette question de l'alimentation. Le premier levier d'action, bien sûr, c'est le volet foncier. Et à ce titre, la métropole donc, pilote un plan de protection et de sauvegarde des terres maraîchères et agricoles, ceci afin de préserver les terres de l'urbanisation qui évidemment grignotent petit à petit ces terres agricoles.
Autre levier d'action significatif, c'est bien sûr la structuration des filières alimentaires, avec un des débouchés principaux, la question de la restauration collective publique. La métropole également anime le conseil consultatif de gouvernance alimentaire, donc une instance qui réunit les acteurs concernés par ces enjeux en vue de co-porter et de co-élaborer des stratégies alimentaires. La politique agroécologique de la métropole a été votée en 2015. On a 5 grands buts, je dirais, dans cette politique publique. La première, c'est de conforter l'accès au foncier pour les agriculteurs et donc ainsi consolider la démarche agroécologique qui est déjà bien engagée sur le territoire. On a un deuxième but qui est de soutenir l'emploi, la création de revenus dans le secteur agricole à travers de ces actions, mais aussi dans toute la filière agroalimentaire. Il y a un troisième but qui est d'accroître la résilience de notre territoire face au changement climatique par toutes ces actions. On est un territoire particulièrement sensible. On a également un but important qui est celui de reconstruire ces liens consommateurs-producteurs, urbain, rural. Puis enfin, un but de solidarité, puisque j'ai parlé de la précarité chez les agriculteurs et de la question du revenu, mais également au niveau du consommateur. La précarité alimentaire, la vulnérabilité s'accroît et donc notre politique vise également à lutter contre cela. Le but d'un PAT, si on veut vraiment aller très loin, c'est essayer de reconnecter les actions locales, nationales et internationales. On a beaucoup de chance, nous en Europe, on est sur des latitudes qui permettent la production agricole, certainement beaucoup plus que dans d'autres pays, de pays du Sud. Donc c'est à nous aussi maintenant de créer les échanges pour que les gens ne soient pas obligés de venir jusqu'en Europe pour pouvoir manger, quoi. Donc ça veut dire de combiner à la fois des dynamiques locales, des dynamiques de reterritorialisation des systèmes alimentaires, avec des dynamiques de solidarité dans la distance. Cette question effectivement de la résilience alimentaire, de la gouvernance alimentaire, c'est un sujet qui est un des axes majeurs de nos coopérations que l'on peut conduire au niveau international, notamment parce qu'il répond pleinement à l'axe qui consiste à lutter contre le changement climatique et à accroître la résilience des territoires. Au sein du réseau Terres en Ville, donc qui compte 29 agglomérations, on en compte seulement 11 qui se sont investis dans des actions de coopération internationale en matière d'alimentation. Donc c'est relativement peu. Alors à mon sens, les freins principaux pour conduire des coopérations dans ce champ de l'alimentation, c'est qu'effectivement cette question n'est pas perçue comme une compétence potentielle pour l'intégrer, on va dire, dans les coopérations internationales. Un autre frein potentiel, c'est bien sûr la question des moyens financiers. Alors les freins qui nous empêchent pour l'instant d'avancer sur ces projets de coopération internationale, c'est encore une fois le manque d'études sérieuses, en fait, qui permet de cadrer un peu les besoins de la collectivité en termes d'organisation et en termes de savoir-faire. C'est pour ça que cette étude Copalim pour nous est vraiment importante. Alors les bénéfices que ce type de coopération a entraîné pour notre collectivité sont de plusieurs ordres. Je dirais bien sûr tout d'abord l'échange d'expériences, le partage d'expertise, de bonnes pratiques qui permet indéniablement d'envisager de nouvelles actions potentielles sur notre territoire également. Et puis de monter en compétences bien sûr aussi, c'est par l'échange que l'on monte en compétences. Et puis ça a permis aussi à la collectivité de s'insérer dans un projet européen qui a permis de financer un poste supplémentaire pour la gouvernance de la stratégie alimentaire du territoire.
L'intérêt de ce jumelage avec la ville de Fès, c'est de pouvoir comparer les actions qui peuvent être faites dans les villes. Et avec la ville de Fès particulièrement, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que la ville de Montpellier va avoir un climat dans les prochaines années qui va ressembler à celle de la ville de Fès. Et donc de pouvoir échanger sur des problématiques communes. Et à cette raison-là, on va trouver des solutions communes, échanger des informations entre les deux pays. En fait, aller rencontrer d'autres collectivités, sœurs, jumelles, ça fait voir les choses différemment, ça fait prendre du recul sur notre propre action.